Et si tu étais au bord de faire un burn-out sans même le savoir? Parce que le burn-out peut toucher tout le monde et que ce n'est pas juste une fatigue passagère, dans cet épisode, on a recueilli des témoignages et des réponses d'experts afin d'y voir plus clair sur le sujet. La naturopathe Cindy Venant nous explique comment elle a tenté d'ignorer son burn-out avant de s'écrouler. Donc simplement, je suis allée chez le médecin un jour parce que pour un truc lambda. Et il se trouve que il m'a demandé comment ça allait au travail. Je me suis effondrée en larmes alors que j'allais bien 2 secondes avant. Noémie nous partage comment chez elle, son burn-out a déclenché un déséquilibre hormonal conséquent. Et j'ai consulté mon médecin à l'époque parce que je sentais qu'il n'y avait pas juste un épuisement, mais qu'il y avait quelque chose d'autre dans mon corps qui clochait, qui n'allait pas vraiment comme il fallait. Il s'est révélé qu'effectivement, j'avais l'hypothyroïdie. Et l'experte Juliane Elbis nous donne des solutions afin de déceler et prévenir l'épuisement professionnel en entreprise. Nous, notre très très grosse recommandation, c'est de dire il faut prendre les gens dans leur globalité. Et donc ça veut dire prendre la santé mentale au global. Pourquoi est-il si difficile de s'arrêter? Comment reconnaître les premiers signes? Et surtout, comment rebondir après un burn-out? Avant de plonger dans ces récits passionnants, prends une seconde pour t'abonner à notre podcast et liker cet épisode. Ça nous aide énormément. Prêt à plonger au cœur de ces témoignages? C'est parti. Bonne écoute. Est-ce que tu pourrais me parler de ton expérience avec le burn-out en 2020 Oui. que tu as eu? En réalité, ça a commencé plus tôt. Okay. C'est une expérience qui a été longue. C'est rarement très, très court. Donc, j'ai été vraiment diagnostiquée au sens médical, dans le sens où mon médecin un jour m'a dit vous êtes en pré-burnout. Voilà. Ça, c'était en 2019, toute fin 2019. Donc, simplement, je suis allée chez le médecin un jour parce que pour un truc lambda. Et il se trouve que il m'a demandé comment ça allait au travail. Je me suis effondrée en larmes alors que j'allais bien 2 secondes avant. Et donc, on a discuté et en fait, il s'est rendu compte et moi avec, qu'il y avait beaucoup de choses. Et donc, il m'a dit, là, en fait, ça va pas du tout, point de vue santé, à plein de niveaux, et vous faites ce qu'on appelle un pré-burnout, donc c'est aussi ce qu'on appelle un burn-in. Mais voilà. Et donc, en gros, il m'a dit, là, si vous vous arrêtez pas, ça va être l'effondrement, et voilà. Donc, il m'a beaucoup alertée à ce moment-là. Il m'a vraiment fait peur. Il m'a dit qu'un burn-out, c'était grave, que ça mettait beaucoup de temps à se résorber, se réparer, et que même on s'en remettait jamais vraiment. Donc j'ai quand même eu peur à ce moment-là. Mais je sais pas, dans un coin de ma tête, ça a été mis très vite dans un coin de ma tête. Et en fait, ma réponse, ça a simplement été, j'ai pas le temps de m'arrêter. En fait, je n'ai pas le temps de faire un burn-out, j'ai pas le temps d'être malade. C'est allé très vite dans ma tête. Je me disais, j'ai ça à gérer au travail, je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, en fait, je vais avoir 3 fois plus de choses qui vont me tomber dessus quand je vais revenir travailler. C'est trop compliqué à ce moment-là de me dire ok, j'arrête. Est-ce qu'en fait tu prenais pas conscience de ce que ça voulait dire, genre ce que lui te disait, il faut que vous ralentissiez, genre? Je pense qu'il y a 2 choses. Non, j'en prends pas vraiment conscience, et en même temps, j'ai pas trop envie de voir parce que il y a aussi un côté, et je pense que c'est un peu le cas chez toutes les personnes qui font un burn-out, peu importe si c'est un burn-out dû au travail ou un burn-out général. Il y a aussi le côté, qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve face à moi-même et que j'arrête, et puis il y a aussi mais comment est-ce que je vais être vue? Je vais bien, je suis debout, je me suis rien cassé, j'ai même pas 30 ans. Non, je suis pas malade, donc je vais pas m'arrêter. Voilà tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc j'ai été arrêtée, je crois, 1 semaine. Et puis je suis retournée travailler parce que c'était impensable pour moi de faire autrement. Alors même que je savais que j'étais pas bien dans mon travail, que c'était un environnement qui était assez toxique, que voilà, j'avais conscience quand même de la fatigue, de tout ce qui n'allait pas, mais non, je m'arrête pas. Le confinement a été vraiment salvateur pour moi. Je pense que peut-être 2 semaines avant le confinement, j'étais en train de discuter avec une de mes collègues et on se disait, mais en fait, il faudrait juste que le monde s'arrête de tourner pour qu'on puisse s'arrêter. Et en fait... C'est à cause de vous, en fait. Franchement, mon vœu a été exaucé. Alors, bien entendu que je me réjouis pas de tout ce qui s'est passé autour, mais pour moi, à titre personnel et purement égoïste, c'était... Ça m'a sauvée du vrai burn-out. En tout cas, j'ai été forcée de m'arrêter et je n'attendais que ça. Mais en fait, c'est comme si t'attendais
un cas de force majeure pour pouvoir justifier le fait de t'arrêter. Parce que sinon, tu te serais pas arrêtée. Exactement. Et je pense que c'est important de préciser dès maintenant que j'ai eu une chance inouïe à ce moment-là, mais que c'est absolument pas la bonne solution et le bon état d'esprit que de se dire je vais attendre que vraiment il y ait une situation parfaite pour m'arrêter. Toujours est-il que ça m'a au moins évité d'aller jusqu'à vraiment jusqu'au ce qu'on appelle le vrai burn-out, et je mets des guillemets parce que c'est pas ça un vrai burn-out, tous les burn-out sont des vrais burn-out, mais celui qu'on considère comme le vrai burn-out, c'est vraiment ces personnes qui se réveillent un matin et ne peuvent pas sortir de leur lit parce que vraiment le corps est complètement au bout, le corps, la tête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais en réalité, moi j'étais déjà dans un vrai burn-out, et toutes les personnes qui savent qu'elles sont complètement épuisées, c'est déjà des burn-out. Donc ça m'a arrêtée. Ensuite, j'ai repris une fois que la vie s'est un peu remise à fonctionner. J'ai repris le travail comme si de rien n'était, un peu au même niveau. Alors heureusement pour moi, comme je travaillais dans la culture, c'était un peu, il n'y avait pas trop d'événements, pas trop de, on était un peu empêchés. Mais bon, je suis quand même retournée dans le boulot comme s'il n'y avait pas eu cette phase d'alerte de mon médecin, comme s'il n'y avait pas eu tout ça. Et visiblement la vie ne voulait vraiment pas que j'aille dans ce mur-là, et donc au mois de septembre 2020 j'ai vécu un événement assez traumatisant. J'ai vécu un très gros choc émotionnel puisque j'ai perdu ma maman dans un accident de voiture. Donc ça a été un arrêt net pour moi. Et en fait tout est ressorti à ce moment-là, quoi. Donc là je m'en suis pas aperçue, mais en tout cas, le burn-out n'était absolument pas passé au-dessus. Pas du tout. J'étais encore en plein dedans parce que j'avais toujours les mêmes mécanismes, toujours les mêmes choses. Et cet événement a simplement tout exacerbé. Et donc, à partir de là, j'ai foncé tête baissée dans l'épuisement complet, en plus du deuil. Et donc, ensuite, j'ai commencé à vouloir me reconvertir. Plus les choses allaient mieux, ou en tout cas s'apaiser dans cette phase de deuil, dans cette phase de brouhaha, vraiment. Plus les choses commençaient à s'apaiser, plus j'essayais de démêler un peu ce que je voulais, quels étaient mes mécanismes. Et j'ai surtout vraiment remis au centre de ma vie tout ce que j'avais envie de faire. Les priorités, en fait, se sont inversées. C'est ça qui a été positif dans cet événement. C'est la seule chose qui a été positive, c'est que c'est un tel choc que les priorités se remettent en place. Et donc, la priorité, ça a été mes envies, mon bien-être, ma santé. Et donc, j'ai changé de boulot pour devenir naturopathe. C'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, je me suis donné l'opportunité de le faire. Et à partir de là, j'ai compris, en fait, pendant mes études de naturopathie, que j'avais fait un vrai burn-out et que j'en étais absolument pas sortie, parce que à aucun moment on m'avait dit que le burn-out pouvait être physiologique, et à aucun moment on m'avait parlé de tout ce qui se passe dans le corps, en fait, pendant un burn-out. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé quand que t'as eu un burn-out? Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Qu'est-ce que tu faisais? Alors écoute, c'était après la naissance de mon fils, mais bon, il avait presque 2 ans quand même, mais pour moi, j'étais encore dans une phase que je pourrais appeler le postpartum dans mon énergie et dans ma tête. Je l'allaitais encore. Et j'avais repris le travail. Et ça faisait beaucoup, je pense, de choses qui se mélangeaient, et une grosse fatigue physique et mentale. Je pense que tout ça a cocotte minute un peu explosé en burn-out. Et j'ai consulté mon médecin à l'époque parce que je sentais qu'il n'y avait pas juste un épuisement, mais qu'il y avait quelque chose d'autre dans mon corps qui clochait, qui n'allait pas vraiment comme il fallait. Il s'est révélé que effectivement j'avais l'hypothyroïdie, et en plus que j'avais la maladie auto-immune d'Hashimoto. Et alors le burn-out que toi t'as fait, c'est lié, est-ce que c'était lié aussi à ton travail? Parce qu'à l'époque t'étais dans l'édition, si je me trompe pas. Ouais. Okay. J'étais employée, j'aimais beaucoup mon travail. Ça faisait à peu près 6 ans que j'étais là, et très épanouie. Faire des livres de cuisine, pour moi, c'était allier mes meilleures passions, la photo, la cuisine. Mais c'est juste que j'ai ressenti comme une fin de cycle, comme ça nous arrive souvent dans la vie, et avec un besoin pour me recentrer sur moi, en fait. Je pense que le burn-out plus ce trop-plein de trop de choses que j'arrivais pas à intégrer,
mon corps et mon esprit réclamaient du silence, en fait, un retour à moi. Et je pense que j'ai pris une petite pause après ça, avant de décider de me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'était un besoin d'exprimer un peu, voilà, à travers un projet, moi, mon essence. Et voilà. Donc, burn-out, qui, selon toi, a un petit peu déclenché ta maladie? Alors, c'est très lié souvent, que ce soit Hashimoto, pas Hashimoto, mais l'hypothyroïdie, l'hyper aussi, mais vraiment, c'est les symptômes d'hypothyroïdie. Ça va générer souvent des symptômes de dépression, d'anxiété aussi, mais de dépression, ça génère des idées noires. Ouais, le burn-out, c'est vraiment l'épuisement total, mais puis, oui, effectivement, c'est ces symptômes de dépression où tu pleures tout le temps, tu as l'impression que rien ne va et que tu as de la motivation pour rien. Et c'est très proche des symptômes d'hypothyroïdie où tu es à plat, en fait, tu es un peu zombie à côté de la plaque constamment. Moi, ce qui était le plus pesant, c'est vraiment ce brain fog, tu sais, cette espèce de brouillard mental où constamment, c'est très lié à la vue, où j'avais vraiment du mal à fixer bien les choses. Il y avait quelque chose qui était comme, waouh, pénible, hein, comme quelque chose qui resserre un étau, tu vois, dans le crâne. C'est pas vraiment une migraine, ça faisait pas des douleurs de migraine, mais comme quelque chose qui compresse, la pression, qui m'empêche d'avoir vraiment les idées claires et de bien voir, de bien capter autour de moi, tu sais, comme... Vraiment, c'est très pénible. C'est quoi les problématiques qu'on peut retrouver dans une entreprise qui mettent pas forcément une priorité sur la santé mentale des personnes qui travaillent? Il y a différentes façons de regarder. La première façon de regarder, ça va être celle qui te montre, ça impacte en fait des indicateurs de performance de l'entreprise. Typiquement, ça va être avoir des départs non souhaités, donc le turnover, concrètement, des départs, on sait à quel point c'est compliqué de remplacer, etc. Il y a une super étude de Harvard Business Review là-dessus qui montre que les jeunes générations en particulier, tu as une surreprésentation des gens. Je pense que c'est plus de 75% qui disent j'ai déjà pensé penser à quitter ou quitter mon entreprise pour des raisons liées à ma santé mentale. Donc il y a vraiment un impact direct sur le turnover. Le deuxième, c'est l'absentéisme. Alors ça va varier selon les pays, mais en France et dans de nombreux pays au monde, c'est une ou la première cause d'absentéisme. Donc pareil, ça a un coût, l'absentéisme, évidemment, qui va être important, d'autant que quand tu as un trouble caractérisé, vraiment tu as des troubles plus longs, burn-out, dépression, etc. C'est les arrêts les plus longs, les causes de troubles psy, et avec le plus haut taux de récidive. Donc en France, à titre d'exemple, c'est entre 16 et 20% des jours d'absentéisme qui viennent de raisons liées à la santé mentale. Et le troisième pilier, qui est paradoxalement celui qui est le moins visible, mais qui est le plus coûteux, c'est la baisse de productivité. C'est en fait des gens qui sont trop stressés. Quand t'es stressé, tu vas faire plus d'erreurs, t'es moins créatif. Et on estime que le coût de la santé mentale en moyenne, donc la santé mentale mal adressée ou mal, qu'on n'a pas bien traité justement, c'est 3 000 € par an par collaborateur en moyenne. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est malade, c'est une moyenne sur tous les collaborateurs. Peut-être quelque chose qui est important, c'est que je dirais l'intermédiaire entre ce que tu vois sur tes indicateurs de performance et ce que tu peux voir dans l'entreprise, ça va être typiquement dans l'entreprise, tu vas avoir du stress accru, des rapports dégradés entre les personnes, des choses comme ça. Mais alors c'est ça, tu disais par exemple il peut y avoir une baisse de performance par rapport à une personne qui peut avoir vécu quelque chose de difficile dans sa vie personnelle, etc. Mais alors du coup quand on parle de santé mentale en entreprise, c'est pas forcément tout le temps lié à ce qui se passe dans l'entreprise. C'est une super question, Sharon. Moi, c'est vraiment mon combat, ça, de dire, il y a deux choses. Il y a ce qui se passe dans l'entreprise et donc ce qui a pour source l'entreprise. Ce qui a pour source l'entreprise, ça a un nom, c'est les risques psychosociaux. Donc là, ça va vraiment être, tu vas avoir des facteurs de risques psychosociaux qui vont être l'intensité du temps de travail, les exigences émotionnelles liées à ton travail, le fait d'avoir ou de pas avoir du tout d'autonomie, tu vois, le micromanagement, tu vas avoir l'insécurité de la situation de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs, en gros, des risques psychosociaux. Mais il y a quelque chose qui est pas traité ici et qui fait partie intégrante de la santé mentale, qui va être ce qui relève du perso. Et donc, ce qui relève du perso, ça peut être soit lié à sa nature propre,
quelqu'un qui est très angoissé, par exemple, quelqu'un qui a très peu de confiance en elle ou en lui, ça peut influencer. Et ça peut être aussi les événements de la vie. Ça va être des sujets comme les gens qui vivent avec une maladie chronique, les gens qui doivent traverser une période de deuil ou effectivement de séparation, une fausse couche, un process de PMA, quelqu'un qui est malade dans votre famille, etc. Et tout ça relève du perso, mais a un impact qui est évident aussi sur la sphère du travail. Tout à fait. Et même à ça, moi j'ajoute ce qui relève pas de la vie perso, mais qui relève de la vie en général. Un conflit qui nous affecte, un conflit géopolitique qui nous affecte plus ou moins. Le contexte écologique, nous on a beaucoup de gens dans les entreprises qui sont éco-anxieux. Nous, notre très très grosse recommandation, c'est de dire il faut prendre les gens dans leur globalité, et donc ça veut dire prendre la santé mentale au global, comme le fait la définition de l'OMS très bien, qui dit c'est et le fait d'être productif et de pouvoir travailler de façon successful sur son lieu de travail, les risques psychosociaux, mais aussi traverser les événements de la vie en sachant gérer le stress et avec résilience. Le message que je transmets tous les jours à nos clients, mais aussi tu vois dans les médias, et c'est de dire en fait il faut arrêter de siloter. C'est évidemment important, l'entreprise elle a pas la main sur tout, elle peut pas régler, alors elle peut faire son bilan carbone et avoir toutes les bonnes pratiques environnementales, mais on peut pas régler à nous seuls la crise écologique. En revanche, il faut traiter ce sujet-là de façon globale parce que la santé mentale est un tout et qu'on peut pas dire moi j'arrive, j'ai perdu quelqu'un de ma famille ou j'ai appris que j'avais une maladie chronique, mais j'arrive au travail, là je laisse ça de côté. C'est ça. Je laisse ça de côté et puis là on y va. Oui. On aimerait bien, mais la vie est ainsi faite que ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il peut y avoir des fois cette confusion dans les entreprises de dire, en tout cas les dirigeants, mais je peux à la limite gérer ce qui se passe dans mon entreprise, c'est ma responsabilité. Mais ce qui se passe dans la vie personnelle reste dans la vie personnelle. Puis dès qu'on arrive au bureau, on laisse ça sur le paillasson. Genre, c'est pas logique d'un point de vue de l'humain, en fait, de l'émotionnel, simplement de se dire, ok, là, je coupe mon émotion, je coupe ce que je ressens. Puis là, je me mets à fond dans le travail, alors que sa tête, en fait, rumine et continue de réfléchir à ce qui se passe à la maison. Exactement. Mais la différence, ça va être aussi comment on y répond. En fait, les risques psychosociaux, en fait, il faut les prévenir, les évaluer et faire un travail pour adresser la source des risques, en fait. Alors que quand il va s'agir de développer la résilience et d'accompagner un salarié ou une salariée qui vit une période difficile, c'est pas du tout la même chose. On va plutôt permettre un accompagnement. Donc nous, par exemple, on va proposer un accompagnement et digital et avec des séances de psy, parce que c'est là aussi qu'il faut faire la distinction entre les obligations, la responsabilité de l'employeur et sa capacité à accompagner, mais à pas se substituer à un psychologue ou à un psychologue. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.